Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette capsule qui va vous expliquer, dans le fond, l'origine des équations qui nous permettent d'analyser quantitativement le MRUA, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, pour arriver à justement découvrir ces équations-là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, dans le fond, d'un point dont on connaît bien, c'est-à-dire les graphiques du MRUA, et à partir de l'analyse graphique de ces graphiques-là, le graphique de position en fonction du temps, de vitesse en fonction du temps, et d'accélération en fonction du temps, eh bien, on sera en mesure de démontrer donc l'origine de ces équations. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, les trois graphiques en question, qui sont caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc sont les suivants. Donc, on se rappelle que dans le cas de la position en fonction du temps, donc dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc c'est un objet dont la position augmente ou diminue de plus en plus en fonction du temps. Donc, c'est ce qui est démontré ici par la parabole. Dans le cas de la vitesse, donc elle augmente ou elle diminue de façon constante. Donc, c'est une ligne droite, c'est une droite oblique dans ce cas-là, qui est représentée dans le cas de la vitesse en fonction du temps. Et dans le cas de l'accélération, puisque c'est un mouvement dont l'accélération est constante, on voit clairement sur le graphique avec la droite horizontale que c'est bel et bien le cas. Donc, à partir de ces graphiques-là, on sait, on a des façons de déduire des informations à partir de chacun d'entre eux. On connaît le principe de la pente d'un graphique, ou encore l'aire sous la courbe, qui nous permettent, à partir d'un graphique, de trouver les informations pour une autre quantité. Et c'est ce qu'on va faire exactement dans le cas de ces graphiques-là et du MRUA, et on va partir du graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, le voici, le graphique de vitesse en fonction du temps. Et pour arriver à découvrir notre première formule, on va s'intéresser à savoir comment est-ce que je pourrais déterminer, comment je pourrais découvrir donc l'accélération d'un objet à partir de ce graphique. Et comme on le sait, donc on peut déterminer l'accélération d'un objet à partir du graphique vitesse en fonction du temps en calculant donc la pente du graphique. Et là, ici, c'est bien important, on veut découvrir des formules, on veut découvrir des règles qui vont nous servir dans tous les cas. Donc, je ne veux pas commencer à établir des nombres pour faire un exemple, un cas précis. Je veux faire un cas général. Donc, pour trouver la pente du graphique, je vais définir sur cette droite deux points qui seront des points qui vont correspondre à une vitesse initiale et une vitesse finale et respectivement un temps initial et un temps final. Donc, je ne veux pas associer à ces points-là une valeur, je veux simplement leur associer des variables. Donc, on les constate ici, ces points, donc les voici. Donc, le premier point sur la courbe, le voici, et le deuxième point sur la courbe, sur la droite plutôt. Donc, ces deux points-là, ce sont deux points qui vont me permettre de trouver la pente du graphique. Et comment est-ce que je vais faire ça? De la même façon qu'on trouve n'importe quelle pente de graphique, donc si j'étais dans le plan cartésien, on dirait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Dans le cas qui nous intéresse, donc j'ai la vitesse qui est la donnée qui est à la verticale et à l'horizontale le temps. Donc, je vais faire le rapport de la vitesse sur le temps. Donc, l'accélération me sera donnée par delta v sur delta t. Donc, la différence de vitesse sur la différence de temps. Et donc, ces paramètres-là sont la vitesse finale moins la vitesse initiale, divisé par le temps final moins le temps initial. Donc, ça constitue ici une première formule qui nous sera utile dans l'étude du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Cela dit, c'est peut-être pas la façon optimale de présenter cette formule-là. Le fait est que c'est relativement rare quand on étudie différents MRUA. C'est rare d'avoir des données sur le temps initial et le temps final d'un mouvement. Généralement, on va plutôt parler de la différence de temps, du temps que ça a pris pour faire le mouvement. Peu importe si le mouvement est parti, si on partait de notre chronomètre, après ça, le mouvement est parti à 3 secondes, on a terminé à 5 secondes, on sait que le mouvement a duré 2 secondes. Donc, on n'utilisera pas vraiment la notation ici là, avec TF moins TI. On va conserver dans le fond le delta T. Par contre, on va garder VF moins VI. Donc, la formule sous sa forme qu'on va préférer généralement. Donc, VF moins VI sur delta T.
Également, si j'isole VF dans cette équation, donc en multipliant delta t de chaque côté, donc j'aurai A delta t est égal à VF moins VI, et ensuite donc faire plus VI de chaque côté, donc j'aurai VF est égal à VI plus A delta t. Pourquoi est-ce que je procède tout de suite à isoler le VF? Ben, dans certains problèmes, j'aurai comme information de départ la vitesse initiale, l'accélération et le temps qu'a duré le mouvement. Ben, à ce moment-là, ça me permettra rapidement de trouver VF sans faire nécessairement d'algèbre pour isoler la variable. Donc, ce sera déjà fait. Donc, voici une première équation. Passons maintenant à une autre équation. Et notre point de départ sera toujours le même. Donc, c'est-à-dire le graphique de vitesse. Mais cette fois-ci, ce qu'on cherche à trouver, par contre, c'est le déplacement, toujours à partir de nos deux mêmes points de départ. Donc, le point VI-TI et le point VF-TF, ou plutôt TI-VI, TF-VF. Donc, maintenant, si je cherche le déplacement, ben, comme on le sait, donc à partir du graphique vitesse en fonction du temps, je dois trouver l'air sous la courbe. Et pour y arriver, ben, peut-être la façon la plus simple de trouver l'air sous la courbe dans le cas qui nous intéresse ici, donc ce serait diviser l'espace donc entre TF et TI, donc diviser cet espace-là en, dans le fond, un rectangle et un triangle. Et là, il faut faire bien attention ici. Certains pourraient penser que cette surface-là, c'est un carré, mais en réalité, c'est plutôt un rectangle. Pourquoi? Parce que j'ai pris le point TI-VI arbitrairement sur cette droite. Donc, j'aurais pu choisir de le prendre, par exemple, ici. Et à ce moment-là, on aurait bien vu que j'aurais eu la forme davantage d'un rectangle. Ça aurait été beaucoup plus clair. Là, puisque mon truc semble plutôt symétrique, mais à ce moment-là, ça a l'air d'être plus un carré. Mais c'est plutôt un rectangle. Donc, pour trouver l'aire de ce rectangle et l'aire de ce triangle, donc qu'est-ce que je peux faire? Donc, le calcul suivant. Donc, pour le rectangle, il s'agit de trouver, dans le fond, la base fois la hauteur. Donc, cette base-là, ici, c'est TF moins TI, donc ce qui est représenté par delta T. Et en hauteur, donc VI moins 0, donc c'est seulement VI. Donc la hauteur, VI, fois delta T. Donc ça, c'est l'aire de mon rectangle. Ensuite, donc pour ce qui est du triangle, donc je dois faire sa base fois sa hauteur également. Sa base demeure la même, delta T. La hauteur, VF moins VI. Donc ça représente ce VF moins VI-là, delta V. Et donc, puisque c'est un triangle, évidemment, donc base fois hauteur divisé par 2, donc delta V fois delta T, divisé par 2. Voilà ce que j'ai ici. Donc, c'est la somme de ces deux aires-là me donne l'air sous la courbe, donc me donne le déplacement. Delta X sera égal à VI fois delta T, plus delta V fois delta T. Encore une fois, ce n'est pas la façon la plus optimale de présenter, ou la façon la plus classique de présenter cette formule. Généralement, ce qu'on préfère, c'est vraiment de la présenter sous la forme suivante. Parce que c'est rare qu'on va avoir l'information sous forme delta V. Le changement de vitesse, c'est très très rare qu'on va avoir cette information-là. Vous voyez comment je peux modifier la formule. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le deuxième terme au numérateur et au dénominateur par delta T, ce qui ne change rien à ce terme puisque c'est comme multiplié par 1. Ce faisant, ce que je constate ici, c'est que j'obtiens, dans le fond, delta V sur delta T. Et à quoi correspond delta V sur delta T? Bien, vous l'avez dans le mille, ça correspond à l'accélération, ce qui donne la forme finale suivante. Donc, delta X est égal à VI fois delta T, ça ne change pas, plus A, qui est représenté par delta V sur delta T, et delta T fois delta T, qui est au numérateur, ben, ça devient delta T carré. Donc, voici la formule sous sa forme, je vous dirais, la plus usuelle, la plus classique, qui est une formule quadratique également, quadratique en T. Donc, ce qui peut, à certains égards, lorsqu'on cherche T et qu'on a les informations sur le déplacement VI et l'accélération, ben à ce moment-là, ça peut poser des difficultés supplémentaires en termes de mathématiques, puisqu'il faudra utiliser la formule quadratique. Passons maintenant à la formule suivante. Donc, toujours à partir du graphique de vitesse, c'est toujours mon point de départ. Et encore une fois, je vais chercher à trouver le déplacement.
Mais dans l'exemple précédent, j'ai décidé de diviser l'espace pour trouver l'aire sous la courbe, mais je n'étais pas obligé de le faire. À vrai dire, j'aurais pu travailler beaucoup plus facilement avec la formule du trapèze, puisque la figure géométrique qui correspond à l'aire sous la courbe forme un trapèze. Donc, je peux partir, dans le fond, de la définition de l'aire du trapèze, qui est la grande base fois plus la petite base, pardon, fois la hauteur divisée par 2. Donc, cette grande base-là correspond ici à cette distance, qui est représentée par VF. La petite base, c'est ici, donc VI. La hauteur, la hauteur, c'est l'espace entre TF et TI. On a défini cet espace-là comme étant delta T. Donc, au final, pour trouver cet espace-là, comme je l'ai indiqué ici, la grande base VF, la petite base VI, la hauteur delta T, si je mets tout ça ensemble, ça fait une autre formule pour trouver le déplacement, mais avec des paramètres différents. Donc, VF plus VI fois delta T divisé par 2. Donc, jusqu'à présent, on a 3 formules, grosso modo, là, qui nous permettent de trouver des informations avec différentes variables. On va poursuivre avec une dernière formule. La dernière formule n'est pas obtenue à partir de l'analyse graphique, du graphique notamment de vitesse en fonction du temps, dans le cas du MRUA, mais plutôt par une manipulation algébrique de différentes formules que l'on vient de découvrir ensemble. Donc, nous allons manipuler les deux équations suivantes. Donc, la deuxième équation que l'on a vue ensemble, donc delta x est égal à VI fois delta t plus A delta t carré divisé par 2. Et on va combiner à ça la définition d'accélération, donc A est égal à VF moins VI sur delta t. Avant de faire ça, on va faire l'opération suivante, soit isoler dans la formule de l'accélération, on va isoler la variable delta t. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je peux faire un produit croisé. Donc, delta t est égal à 1 fois VF moins VI divisé par A. Donc, au final, VF moins VI divisé par A. Et ce que je vais faire ensuite, je vais remplacer delta t dans la formule, dans la première des deux formules ici. À chaque fois qu'il y a un delta t, je vais remplacer par l'expression mathématique correspondante. L'objectif ici, c'est de créer une formule pour trouver delta x, mais dans laquelle je n'ai pas la variable de temps, puisque ça se peut, dans certains problèmes, je ne connaisse pas la durée du mouvement, mais je connaisse, par exemple, tous les autres paramètres, la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Donc, voyons ce que ça donne ici. Ça donne quelque chose d'assez impressionnant là, en soi. Donc, VI fois VF moins VI divisé par A, plus A fois VF moins VI au carré, divisé par 2A au carré également. Et là, bon, il y a quelques petites simplifications que je peux faire. Je peux, par exemple, là, simplifier A, et A ici, il va juste me rester 2A. Et là, il va falloir que je développe mes binômes éventuellement. Là, VF moins VI, mon binôme ici, VF moins VI au carré. Donc, qu'est-ce que ça donne au final? Ce que j'ai fait également dans la formule suivante, j'ai multiplié chacun des termes par 2A. Donc, je vais avoir 2A fois delta x est égal à 2A. Si je le place ici, 2A fois... Donc, je vais le mettre ici, 2A fois toute cette chose-là divisé par A. Donc, les A s'annulent. Il reste 2 fois VI, VF moins VI entre parenthèses, plus. Et là, également, je vais multiplier par 2A. Si je multiplie par 2A, donc, ça va s'annuler ici. Et ce qui va rester, c'est VF moins VI au carré. Donc, j'ai 2A qui est multiplié ici. Donc, ça donne cette même formule ici. Et comme je l'ai souligné, donc maintenant, il faudra développer ces binômes et, dans le fond, simplifier l'équation. Donc, voici ce que ça donne quand on développe. Donc, VF moins VI fois VF moins VI. Et ça va nous donner un beau gros paquet de termes. Donc, allons-y. Donc, 2 VI fois VF, moins 2 VI au carré, plus, donc, VF fois VF, ça fait VF au carré, VF fois VI, moins VI, pardon, ça fait moins VF VI, moins VI VF, ça donne moins VI VF, et ensuite, donc, moins VI fois moins VI, ça donne plus VI au carré. Bref, si on regarde tout ça, on constate qu'il y a plusieurs choses qui s'annulent. 2 VI VF, moins VF VI, moins VI VF, tout ça s'annule ici. Donc, voilà, disparu de la carte. Et quand on constate ce qui reste, donc j'ai VF au carré, ça reste ici, et j'ai ensuite moins 2 VI au carré plus VI. Donc, il va me rester dans le fond moins 1 VI au carré. Donc,
comme ça ici. Et encore une fois, ce n'est pas la forme habituelle, la plus habituelle avec laquelle on travaille pour cette formule-là. Généralement, on veut isoler delta x, ce qui nous donne la formule suivante. Donc, delta x est égal à vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré divisé par 2 fois l'accélération. Donc, ça conclut notre section sur les différentes équations. Donc, en résumé, voici toutes les formules que l'on a démontrées aujourd'hui même. Et ce que j'ai fait également dans le tableau, c'est d'indiquer dans le fond quelles sont les variables en jeu. Puisque dans un problème du mouvement rectiligne uniforme, donc je dois toujours avoir en ma possession, je dois toujours être en mesure de déduire 3 variables pour qu'à l'aide d'une formule, je puisse calculer, je puisse vraiment là, faire le calcul pour trouver la 4e. Donc, voici les variables qui sont en jeu. Donc, lorsque vous étudiez un problème, n'hésitez pas à écrire vraiment vos données et ça vous aidera en même temps, là, à l'aide de ce tableau de référence, ça vous aidera certainement à déduire là, avec quelle formule voudrez-vous travailler, qui sera plus pertinent de travailler pour trouver la quantité recherchée. Donc, merci beaucoup. J'espère que le tout vous sera utile dans votre étude du mouvement rectiligne uniformément accéléré.